Bienvenue sur Livre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai eu la joie d'accueillir Laurie, qui dans la vie a choisi d'aider les mamans entrepreneuses à réduire leur charge mentale et à trouver un bon équilibre pro-perso grâce à une organisation adaptée pour se créer leur vie idéale. Avec Laurie, on a enregistré 2 épisodes. Dans le premier que tu vas écouter juste après, on a parlé du changement de vie quand on devient maman, de l'évidence de la maternité, de l'attente, mais aussi du bonheur avec et sans ses enfants. Et puis, comme tu pourras le découvrir à un moment, la conversation a pris une tournure un peu inattendue. On a parlé de l'importance de la communication, de pourquoi parfois des conflits se créent pour pas grand-chose, et comment mieux se comprendre et se faire comprendre par les autres. C'était une conversation très enrichissante qui m'a beaucoup touchée et j'espère qu'elle te plaira et t'accompagnera dans ta réflexion. Dans le second épisode qu'on a enregistré avec Laurie, qui sera disponible le lendemain de la sortie de cet épisode sur son podcast Décharge mentale, elle m'a invitée à partager mon organisation, ma vision de l'organisation, ma journée idéale, bref, comment je m'organise au quotidien sur le long terme. Tu peux retrouver toutes les infos pour l'écouter dans les notes du podcast. Pour la petite information, la qualité du son, surtout du côté de Laurie, n'est pas super. On s'en excuse, on espère que ça ne te dérangera pas trop à l'écoute. Hello Laurie, je suis trop contente de te recevoir sur mon podcast. Comment tu vas? Hello, écoute, déjà merci de me recevoir, ça va bien et toi? Ça va super bien. Je suis vraiment super contente qu'on puisse faire cet épisode spécial ensemble parce que, à savoir que on enregistre 2 épisodes en un. Tu retrouves la première partie aujourd'hui sur mon podcast et la deuxième partie dès demain, date de sortie de l'épisode bien évidemment, sur le podcast de Laurie. Yes, un épisode vraiment en 2 parties, donc ça va être vraiment cool parce que du coup, on va voir, nos 2 façons de voir les choses, nos 2 podcasts, du coup différents et ça va être vraiment intéressant du coup. Oui, j'ai trop hâte. Donc, nous, ici, aujourd'hui, je t'invite vraiment à partager avec moi toutes tes histoires et ton parcours avec l'organisation, mais pas que. J'ai vraiment envie qu'on discute autour aussi de ton rapport à la personne que tu es, ce que ça a changé pour toi d'apprendre à mieux te connaître et aussi comment ça se passe un peu dans ta tête aux côtés de ton bien-être mental. Parce que comme tu le sais, c'est vraiment des sujets qui me tiennent très à cœur et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on discute autour de tout ça ensemble parce que tout est lié, surtout dans ton parcours de ce que je sais déjà de toi. Et ouais, c'est clair que moi, j'ai eu un grand changement dans ma vie, c'est que je suis devenue maman et du coup, forcément, un tel changement, que ce soit ça, que ce soit un déménagement ou vraiment des changements de vie, je pense que ça impacte beaucoup, parce que du coup, on passe, d'une vie qu'on connaît, qu'on maîtrisait plus ou moins, à un stade de notre vie, à vraiment quelque chose de différent et surtout dans ce cas-là où, finalement, on accueille un être humain en supplémentaire dans notre vie, dans notre quotidien et pour le coup, ça m'a beaucoup fait changer, sur, pas mal de choses pour le coup. Et notamment sur, mon bien-être, mon état d'esprit, ma connaissance de moi aussi parce que je passais d'un stade où j'étais femme, conjointe, à un stade où finalement je suis devenue maman et où j'étais responsable, d'un enfant et c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir tout gérer et clairement, c'est un changement qui est vraiment à prendre en compte, je pense quand on décide d'avoir des enfants, quand on tombe enceinte et cetera. Parce que clairement, ouais, ça a un gros impact, alors que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, ça a un impact sur la vie après, parce que finalement, on vit plus la même vie, qu'on vivait avant. C'est nouveau et c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste, différent finalement. En fait, pour toi, le plus gros changement dans ta vie, c'est vraiment quand tu es devenue maman? Ouais, clairement, parce que alors aussi quand je me suis mise à mon compte, forcément ça a été un changement aussi, mais j'ai quasiment tout de suite été à mon compte. Finalement, j'ai eu qu'un seul mois de salariat dans ma vie et je Ah me suis tout de ouais. suite mise à mon compte. Donc, forcément, j'ai toujours connu ça. Donc pour moi, ça a pas été un changement, aussi impactant que de devenir maman. Disons que je suis passée des études quasiment à me mettre à mon compte. Donc, ça a été une suite logique. C'est vrai que de devenir maman, je trouve qu'il y a eu, une plus grande différence dans ma vie. En plus, tu es devenue maman jeune, enfin, tu disais sur Instagram à 22 ans, c'est ça? Ouais, exactement, à 22 ans, je suis devenue maman.
moi, j'ai 23 ans, donc je m'imagine pas du tout, enfin, bon, déjà, je m'imagine pas maman, comme ça, vous le savez, mais encore moins maintenant et je me dis, il faut quand même, être assez stable dans sa tête, assez responsable, assez consciente déjà de la personne qu'on est nous, pour ensuite, devenir maman. Parce que c'était un choix pour toi de devenir maman à 22 ans? Ouais, clairement, j'ai toujours voulu être maman jeune. Alors je m'étais pas donné, Ouais, précisément d'âge ou quoi que ce soit, mais je savais que voilà, moi, c'était un désir pour moi d'avoir des enfants, en tout cas d'en avoir une. Après voilà, j'ai jamais voulu avoir une famille nombreuse ou quoi, mais c'est vrai que d'avoir un enfant, c'était un désir qui était là, en moi depuis déjà un petit moment. Et puis finalement, j'ai rencontré mon conjoint, j'avais quasiment 21 ans et puis, ben, OK. tout s'est bien enchaîné et quand on a pris la décision, de faire un enfant, ben, c'est arrivé très, très vite. Donc, finalement, bonne surprise, c'est que, au bout de 2 semaines, elle était là et du coup, ben, c'est vrai que c'est arrivé vite, donc je pense aussi ça a été, tout un cheminement, justement de se dire: «Attends, prenons le temps aussi d'accueillir cette grossesse, d'accueillir cet enfant». Parce que finalement, c'est arrivé, comme je disais, très vite, donc c'est vrai que mentalement, on peut y avoir aussi des conséquences et vraiment prendre le temps de se poser et de se dire: «OK, ben, qu'est-ce qui va se passer par la suite, quoi?» Ah ouais, parce qu'en fait, enfin, tu étais à peine sortie, de l'adolescence, de la jeunesse, tu as rencontré ton mari et puis ensuite un enfant. Vous avez emménagé ensemble, du coup, j'imagine dans la foulée, enfin, voilà, vraiment. Vous êtes mariés aussi avant ou après la naissance? Non, du coup, en fait, on s'est mis ensemble, on a emménagé ensemble, quasi tout de suite au bout de quelques mois finalement. Ensuite, on a décidé, d'avoir notre fille Victoria et on s'est pas mariés encore, mais du coup, on vit ensemble, déjà depuis quelques années, quoi. OK. Non, non, mais vraiment, c'est fou. Enfin, c'est vraiment les types d'histoires, moi, qui me fascinent parce que tu dis que tout c'est comme si tout s'alignait au bon moment pour vous et derrière, en fait, il y a pas de ce sentiment de finalement, d'être allé trop vite parce que c'était le bon moment, finalement. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée aussi parce que ça, on n'a pas pu maîtriser le fait qu'elle Mmh. soit arrivée vite, Ouais. si ce n'est que, voilà, le jour où on a pris la décision de l'avoir, on n'imaginait pas qu'elle viendrait aussi vite. On pensait que, voilà, qu'on allait devoir attendre quelques semaines, quelques mois et jamais on s'était imaginé qu'elle allait venir tout de suite et je pense qu'on a aussi pris le temps, voilà, de conscientiser un peu tout ça et de se dire: «OK, voilà, là, elle est là, est-ce qu'on est sûr de nous? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour l'accueillir le plus sereinement possible? Parce que c'est vraiment quelque chose, auquel il faut penser, en avance aussi, quoi. Ouais, c'est ça, comment en fait tu transformes ton quotidien quand tu as 21 ans et demi et que, là tu viens d'emménager avec, ton chéri et que tu es enceinte et que donc tu avais déjà décidé d'être à ton compte à ce moment-là. Donc, tu avais déjà un travail qui te permettait quand même une certaine flexibilité, mais peut-être pas des revenus ou un congé maternité, fixe aussi. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Tu pas vécu un gros stress, un peu une panique à ce moment-là? C'est vrai que ça a pas été évident. J'ai l'avantage, c'est que mon conjoint gagne relativement bien sa vie, donc on n'a pas de stress financier à ce propos. OK. Mais c'est vrai que du fait d'être à mon compte, on sait bien que tout ce qui est congé maladie, congé maternité, c'est pas l'idéal. Mais du coup, j'ai anticipé pour, me dire: «OK, comment je serai le plus confortable possible?» Sachant que ce que je n'ai pas pu prévoir, c'est qu'à 6 mois et quelques de grossesse, j'ai dû être alitée parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré. Donc gros stress et pour moi et pour, mon futur bébé parce que je ne voulais pas accoucher, aussi prématurément Mmh. parce qu'il peut y avoir des conséquences graves, pour l'enfant et vraiment j'ai vraiment voulu prendre toutes les précautions possibles. Donc je me suis arrêtée à ce moment-là, j'étais prof de guitare et d'ukulélé. Donc je me suis arrêtée un peu plus tôt, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer pour, justement les derniers mois, de l'année scolaire du coup. Et puis, c'est vrai que ça a été une période un peu stressante, plus pour ce côté-là de menace d'accouchement prématuré, que financièrement, heureusement, parce que j'ai envie de dire que si, les 2 étaient liés, ça aurait été encore plus stressant. Mais du coup, finalement, j'ai passé, quelques mois, quelques semaines, allongée dans mon lit, donc on peut se dire que c'est vachement cool, hein, de profiter Ah de la vie ouais. comme ça, mais c'est Mmh. très, très, très long. Ah ouais, je pense que ça doit être, enfin, ça doit être vraiment dur. Enfin, en plus, tu dis, bah, c'est tes derniers moments où tu es juste avec toi aussi, où tu pas encore enfin, tu as la responsabilité de l'être qui est dans ton ventre et donc que celui-ci arrive en bonne santé. Mais, je veux dire, tu pas encore, la responsabilité de vérifier si, il dort bien, s'il mange bien, si, de changer des couches. Donc c'est aussi des moments où tu as envie de profiter, dans un certain sens, de cette liberté-là. Et finalement, bah, tu t'es privé un petit peu de ça. Bon, pour la bonne cause évidemment, hein, il y a pas je pense qu'il y a aucun regret après parce que du coup tout s'est bien passé.
Mais c'est vrai que ouais, ça doit être assez dur. Mais c'est fou en fait, j'imagine le bouleversement, qui a dû se passer quand même dans ta vie, mais en t'entendant parler, on sent que en fait, c'était tellement ce que tu voulais, c'était tellement ton choix et c'était que du bonheur, quoi. Ouais, vraiment. En fait, je pense que ce qui a été le plus pénible à ce moment-là, justement, quand on a appris que j'étais en menace d'accouchement prématuré, c'est que, bah, toutes les mamans autour de moi me disaient: «Non, mais profite parce que quand, le bébé Mmh. arrivera, bah, du coup, bah, va falloir, vivre à son rythme, tu vois? Un bébé qui pleure, faut donner les biberons, tu plus le même rythme et cetera. Tu plus le temps de te reposer autant que tu peux le faire aujourd'hui toute seule». Mais finalement, quand on est dans cette période-là, nous, ce qu'on a envie, c'est juste de voir notre bébé, de s'en occuper, de lui donner le biberon, lui changer les couches et cetera. Et en fait, on est vraiment dans en tout cas, moi, j'étais vraiment dans cette excitation de me dire: «Mais j'ai trop hâte que mon bébé soit là» et cetera. Alors oui, j'ai profité de me reposer, mais comme j'étais dans mon lit toute la journée, bah, au bout d'un moment, c'est long, au bout d'un moment, ben, on a envie de faire autre chose. Et puis Mmh. finalement, les quelques mois après la naissance, on se dit: «Ouais, en fait, c'était bien quand j'avais pu profiter de regarder, des Disney, dans mon lit tranquille». Mais finalement, c'est vrai que, on a pris le temps de gérer tout ça et comme tu disais, en fait, tout s'est bien aligné, mais en fait, pour moi, c'est pas si naturel que ça. C'est que j'ai pris le temps aussi de me poser, d'accepter ma situation, d'accepter que, bah, il y a eu ce problème pendant ma grossesse que je ne pouvais pas maîtriser. La seule chose que je pouvais faire, c'était, ben, de respecter les conseils qu'on me donnait, de prendre soin de moi, de me reposer pour le bien-être de mon enfant et puis finalement, à chaque étape, on a pris le temps, tous les 2 pour le coup, de vraiment se poser, de se poser les bonnes questions, et puis d'accepter les sentiments de l'un et de l'autre. Parce qu'un bébé qui arrive, qui pleure, qui c'est pas évident à gérer, quoi. Donc il faut vraiment prendre du temps pour soi, chacun et respecter aussi, les besoins de l'autre et communiquer, quoi. Ah mais c'est super intéressant. Mais justement, c'est ça que j'allais te demander, comment tu prépares, à ce moment-là, l'arrivée du bébé côté organisation, côté communication aussi avec ton conjoint, avec le papa? Comment est-ce que tu as un peu anticipé? Donc comme tu l'as dit, tu as vraiment accepté, donc tu as fait ce travail d'acceptation. Moi, je dis tout le temps ça à tout le monde, c'est que peu importe le problème, faut passer par l'acceptation ou peu importe l'opportunité, faut passer aussi par l'acceptation. C'est hyper important. Si on n'accepte pas la situation telle qu'elle est, on ne peut pas trouver de solution ou avancer, correctement. Donc ça, tu C'est nous l'as clair. bien dit, tu as accepté. Donc déjà, ça t'a apporté énormément de sérénité. Et ensuite, comment tu t'es préparé à ce changement? Mais du coup, avec l'excitation et la hâte que, bah, la grossesse se termine pour, profiter de ta maternité? Alors déjà, j'ai eu de la chance, c'est qu'autour de moi, j'ai eu, quelques jeunes mamans, donc j'ai pu, voir un petit peu, bah, justement, quelle était l'organisation à avoir, qu'est-ce qui se passait, comment ça se déroulait et cetera. Donc bah, du coup, comme j'étais alitée et que je n'avais que ça à faire, j'ai pu prendre le temps de préparer les faire-part, de préparer le sac à langer, de faire des commandes sur Amazon et cetera. Donc vraiment de prendre le temps, déjà d'arriver jusqu'à l'accouchement, de prévoir cet accouchement-là. En plus, j'ai été bien suivie parce que comme j'étais à la maison, j'ai une sage-femme qui venait toutes les semaines contrôler que le bébé aille bien, que moi j'aille bien et cetera et puis qui me donnait des conseils justement de préparation à l'accouchement, de préparation à la naissance. Ah trop Donc bien. j'ai pu lui poser pas mal de questions. Elle a répondu vraiment de façon, très, très simple et bienveillante. Donc ça a été une grande aide aussi de pouvoir se confier aussi à quelqu'un d'extérieur. Parce que même si, notre conjoint est là et qu'il s'occupe de nous, c'est vrai que c'est pas toujours évident, il comprend pas concrètement ce que c'est d'être enceinte, quoi. Donc c'est vrai que de pouvoir se confier à quelqu'un qui sait ce que c'est et puis qui, pour le coup, a vu énormément de femmes enceintes, c'est vrai que c'est aussi, pas mal d'avoir de bons conseils, pour le coup. Donc bah, j'ai tout préparé, en tout cas, pour la naissance. J'ai préparé, tout mon projet, justement, de naissance, donc même si le papa a participé, c'était principalement le mien forcément, mais du C'est coup de ton moment savoir, aussi, ben hein. exactement et puis de savoir, ben, comment on voulait que cette journée se passe dans le meilleur des mondes sans problème apparent. Parce qu'après c'est sûr que s'il y avait eu des problèmes, à ce moment-là, ça aurait été différent. Mais du coup, on a vraiment respecté les souhaits de chacun et puis, ben, du coup, je pense que le plus long, c'est que, ben, le jour de l'accouchement, ça a été compliqué parce que j'ai été déclenchée et donc il faut le temps, du coup que l'accouchement arrive et là, ça a été quand même très, très long parce que de jouer sur son téléphone, en attendant que le temps passe, ben, c'est bien sympa 5 minutes, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était long et même si, bah, mon conjoint était de très, très bonne volonté, mais c'était long pour lui aussi. Heureusement, dans le meilleur des mondes, tout s'est bien passé, on a pu profiter. Disons qu'après ça a été l'arrivée à la maison où là, je me suis retrouvée un peu seule face à moi-même. Même si mon conjoint était là, bah, il travaillait la journée, c'était pas évident.
Et puis finalement, on passe d'un moment où on a, des sages-femmes à côté de nous, des infirmières qui sont là pour nous conseiller et cetera, à une vie où en fait on est à la maison et puis, ben, faut qu'on s'occupe, d'un petit bébé qui dépend de nous et je pense que c'est là où vraiment j'ai compris l'impact, vraiment d'avoir un enfant, même si j'en étais bien consciente, bien avant, mais là vraiment on se dit: «Ben, voilà, il y a un bébé qui dépend de nous et voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire, pour qu'il se sente heureux et que ma fille se sente bien finalement?» C'est quoi pour toi le plus important, dans ton rôle de maman? C'est une bonne question. Je pense que ce qui m'importe dans mon rôle de maman, c'est que ma fille soit heureuse à tous les niveaux, qu'elle puisse être elle-même, qu'elle puisse, profiter de la vie, comme elle en a envie d'une certaine façon et vraiment, ouais, qu'elle soit heureuse tout simplement. C'est trop beau. Je trouve ça super intéressant toute ton histoire, tout ce que tu racontes et là, vous pouvez pas le voir, mais vous pouvez peut-être l'entendre. Elle a le sourire. Elle a un grand sourire en repensant à tous ses souvenirs, même dans les moments difficiles quand tu as été alitée ou l'attente. Ça se sent que l'attente, ça a été dur pour toi, ça a été un moment qui a été compliqué, que ça soit quand tu étais alitée ou quand, le jour de l'accouchement, où il a fallu attendre, attendre. On a vraiment cette impression que tu l'as attendu toute ta vie, en fait, finalement, cet enfant et c'est super beau comme histoire. Ça me donne envie, en fait, de discuter avec plein d'autres mamans et de comprendre un peu ce moment où tu passes de juste toi, en fait. Tu es juste, ta responsabilité principale, c'est toi, en fait. Il y a pas d'extension derrière et au moment où justement tu as cette extension de toi, cet être qui dépend, comme tu le dis, qui dépend pleinement de toi et aussi qui dépend de, bah, de ton bonheur. On en avait déjà discuté, lors d'un live où je t'avais invité du fait que ce qui est important quand on est parent, c'est de soi-même être heureux, pour ensuite pouvoir apporter du bonheur à son enfant parce que l'enfant, c'est une éponge. On est toujours de meilleurs parents quand, on est déjà bien soi-même et là, du coup, c'est ce que je vais t'inviter à faire, c'est poser ta casquette de maman et me dire comment toi sans cette extension, on va dire, sans ce plus et tout cet amour, comment toi tu vois ton bonheur et comment tu fais en sorte tous les jours, de l'atteindre, que ça soit à travers, bah, ton organisation, à travers ce que tu sais de toi, Ouais, c'est une comment très, tu très fais? bonne question. C'est vrai que quand on devient maman, ben, c'est vrai qu'on se met cette casquette-là de maman et on peut vite tomber dans le piège de se voir que comme une maman, alors qu'avant tout, on est une femme et que, ben, on a le droit de vivre aussi pour nous. On n'est pas que maman, donc vraiment de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Déjà, moi, quand j'ai voulu un enfant, c'était vraiment un désir en moi, mais je me suis jamais dit: «Je vais faire un enfant pour combler quelque chose chez moi». Vraiment, j'avais besoin d'être heureuse moi-même toute seule, avant d'accueillir un enfant et même encore aujourd'hui, parce que je veux pas en fait dépendre de mon enfant, tu vois? C'est Mmh. pour moi, c'est pas un but, c'est pas forcément sain, parce que finalement cet enfant un jour il va grandir, un jour il va partir faire des études certainement, il va travailler, il va peut-être changer de lieu de vie et le jour où on va se retrouver encore une fois toute seule, ça peut être un très, très grand choc, parce que si on dépend de cet enfant, bah, forcément quand on se retrouve toute seule, c'est une autre vie, c'est une vie tout à fait différente et on peut se retrouver vite seule. Donc vraiment, j'ai essayé de pas me baser dessus et vraiment de me dire que: «OK, ma fille, elle est là, c'est vraiment un plaisir et un bonheur supplémentaire, mais elle ne vient pas combler, un manque, peu importe, chez moi». Ça met une pression énorme sur les épaules des enfants. Enfin, je vois un peu le schéma familial que j'ai rencontré dans mon enfance ou quoi, où tu sens que les enfants, ils ont sur les épaules une pression qui ne leur appartient pas. Alors soit cette pression, elle est due à l'exigence, pour, les compétences de l'enfant, donc qu'il soit très bon, qu'il fasse de grandes études, qu'il ait un métier où il gagnera plein d'argent et un métier où il sera reconnu, comme je ne sais quoi, pour cocher des cases, de la sociale, hein, bien évidemment. Mais surtout, enfin, je voyais, c'est souvent des enfants qui derrière, en fait, pètent un plomb, font n'importe quoi ou sinon, bah, la pression justement que le bonheur de leurs parents ou la gentillesse de leurs parents dépend en fait de leurs actions ou de leurs réponses à ces actions. Je pense que les parents qui font ça, c'est pas voulu et c'est pas dans leur, enfin, ils en n'ont pas conscience, hein, bien évidemment, il y a pas d'intention derrière, Mmh. mais c'est dommage et c'est vrai que justement se poser cette question avant, de se lancer dans un projet bébé, c'est: «Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que j'ai l'envie, le désir d'avoir des enfants ou est-ce que j'ai besoin d'avoir des enfants
En fait, c'est bien faire cette différence entre ces 2 points pour se rendre compte et se poser des questions, qui permettront justement de vivre la maternité ou la paternité, de manière saine pour toi et pour l'enfant, quoi. Ouais, clairement, souvent, moi, ce que je vois le plus, en tout cas autour de moi, c'est, «Oui, mais moi, comme je n'ai pas eu la chance de faire des études ou comme je n'ai pas eu la chance de faire telle ou telle chose, et ben, j'offre cette chance-là à mon enfant». Donc, de base, c'est quelque chose quand même de positif, c'est qu'on offre quelque chose à notre enfant que nous, on n'a pas pu avoir. Mais le truc, c'est que cet enfant-là, bah, il voudra peut-être pas vivre comme ça, il aura Mmh. peut-être pas les mêmes rêves que nous, ni les mêmes envies, ni les mêmes besoins. Et souvent, ben, du coup, le parent se retrouve frustré parce qu'il se dit: «Mais tu te rends pas compte de la chance que tu as aujourd'hui. Moi, je n'ai pas eu cette chance». Alors que l'enfant, il se dit: «Oui, mais moi, je ne veux pas ça et moi, je Mmh. voudrais autre chose», et ça, c'est clairement un piège dans lequel on peut tomber très, très facilement, et ça peut arriver et c'est pas grave, faut juste s'en rendre compte et puis comprendre que notre enfant n'est pas nous, n'est pas un mini nous, mais vraiment une personne différente qui a ses besoins, ses envies et qu'il faut respecter, parce que, c'est un être humain et que c'est normal, quoi. Petite interruption dans la conversation avec Laurie, car j'ai choisi de supprimer un passage dans lequel je partage une anecdote personnelle, qui après réécoute, discussion avec mes proches, est pas très bien expliquée et trop intime. Cependant, j'avais vraiment envie de te partager l'idée générale que je partageais à travers cette histoire. Donc, pour rebondir sur ce que Laurie disait juste avant, la chance perçue par les parents pour leurs enfants, qui d'ailleurs souvent vient s'opposer à un manque qu'ils ont eux-mêmes eu dans leur enfance, peut aussi être en rapport avec l'apparence physique ou la façon d'être. Par exemple, l'enfant peut considérer que ce sont ses parents qui ont de la chance d'être comme ci ou comme ça, et donc pourra aussi chercher à leur ressembler. Ou à l'inverse, le parent ne souhaite pas que son enfant lui ressemble, car ça a pu lui causer du tort dans son histoire à lui ou à elle. C'est bon, maintenant on peut retourner à la conversation avec Laurie. J'espère que cette petite interruption ne t'aura pas trop dérangé. Et c'est vrai qu'on peut le penser pour plein de choses très matérielles, d'un point de vue argent par exemple, de ce que les parents ont envie d'offrir à leurs enfants et que eux ils n'ont pas eu la chance ou la possibilité d'avoir. Donc ils vont tout faire pour leurs enfants. Mais comme tu le dis, eh ben, l'enfant, lui, pour lui, la normalité, finalement, c'est de l'avoir. C'est ça. Et ce qu'il désire est peut-être totalement au-delà de la compréhension du parent, quoi. Donc c'est peut-être intéressant, message comme ça aux parents, aux enfants, aux grands-enfants, d'avoir cette conversation peut-être avec ses parents et de dire en fait, «Qu'est-ce que tu voulais pour moi, en fait? Et pourquoi tu voulais ça pour moi?» Et ça permet Ouais. peut-être de casser des disputes liées à tout ça. Ouais, et puis ça, je rebondis aussi, c'est vrai que c'est la même chose, donc que ce soit avec nos enfants, avec nos parents, avec notre conjoint, peu importe, avec nos proches, mais vraiment de communiquer sur les besoins, les envies et de dire: «OK, ben, toi, tu veux ça pour moi. J'entends que toi, tu n'as pas eu cette chance et que ça part d'un bon sentiment de vouloir m'offrir quelque chose, mais moi, je ne le veux pas parce que je suis comme ça parce que j'ai plutôt telle ou telles envies et je te remercie de m'offrir cette chance-là, mais je préférerais du coup plutôt vivre comme ça ou faire telle activité ou vivre d'une autre façon et communiquer. Je pense que vraiment c'est la clé à pas mal de problèmes et à pas mal de conflits inutiles parce que Mmh. je pense qu'on a toutes, vécu ça, des conflits finalement où on se dit après coup: «Non mais on s'engueulait mais finalement le sujet il était tellement débile qu'on aurait pu éviter ça simplement». C'est juste que, ben, prise un peu dans le quotidien, dans, les discussions qui s'enveniment parce qu'on n'arrive pas à communiquer sereinement, on peut vite tomber dans ce piège. Mmh. J'ai envie de revenir sur la question que je te posais tout à l'heure, puisqu'on a totalement dévié, c'est comment tu fais au quotidien pour être heureuse avec toi-même? C'est vrai qu'on a un peu dévié. Alors comment je fais pour être heureuse moi-même? Déjà je prends le temps, d'accepter que je suis un être humain, avant tout, avant d'être une conjointe, avant d'être une maman, avant d'être, entrepreneuse, voilà, je suis d'abord un être humain et je prends le temps très, très régulièrement de me dire: «OK, ben, c'est quoi mes besoins en ce moment? C'est quoi mes envies? C'est quoi mes rêves? Qu'est-ce qui me procure du plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» et cetera. Mais vraiment moi en tant qu'être humain et même si, j'ai des rêves peut-être un peu fous, bah, c'est pas grave parce que ça fait aussi du bien de rêver et puis finalement on se dit: «Ben, est-ce que ce rêve est vraiment inatteignable?»
La plupart du temps, non, il faut juste mettre en place certaines actions pour y arriver, même si ce sera dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis vraiment prendre, voilà, ce temps-là, de, noter tous mes besoins principalement, et puis d'essayer de mettre ça en application, du coup, dans mon quotidien. Et puis, ben, forcément d'appliquer ça aussi, dans mon quotidien de maman, de conjointe et cetera. Mais vraiment pour moi, le plus important, c'est vraiment de faire tout ce travail-là, d'accepter aussi notre situation. Je pense que c'est important, comme on le disait tout à l'heure, de prendre le temps d'accepter notre situation, de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut contrôler et surtout ce qu'on ne peut pas maîtriser ni contrôler. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler, ça c'est clair et vraiment faire, cette distinction-là et après, aussi très régulièrement, je prends du temps pour moi, toute seule. Des fois, ça peut être aussi avec ma fille, avec mon conjoint parce que ça me fait plaisir et que pour moi, prendre du temps pour soi, ça peut être seul, mais ça peut être aussi, avec eux parce que finalement, prendre du temps pour soi, c'est faire des choses qui nous font plaisir. Mais du coup, quand je prends du temps pour moi, ça peut être, ben, d'aller marcher 1 heure parce que, j'ai besoin de m'aérer l'esprit, j'écoute un podcast et je vais marcher, ça me défoule un petit peu. Régulièrement le soir, ce que j'aime bien, c'est me poser, lire un chapitre de livre, de prendre un bain chaud. Alors en plus, ma fille, elle commence à me connaître, alors elle prend des petits blocs en bois, puis elle vient me les mettre à côté de la baignoire et elle me dit: «Regarde maman, je te prépare des bougies pour que tu fasses ton bain et que tu sois bien tranquille» et cetera et vraiment moi je la pousse aussi dans cet état d'esprit de lui dire que, bah, elle aussi c'est un être humain, qu'elle a des envies, qu'elle a des besoins et pour le coup, qu'elle aussi elle a besoin de prendre du temps pour elle, savoir, ben, de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a envie, quels sont ses rêves et cetera et vraiment de lui transmettre ça, pour que plus tard elle puisse, faire pareil si elle a des enfants ou non, même dans sa vie de femme qu'elle puisse faire pareil aussi. C'est super parce que en fait, tu mets, vraiment dans l'éducation au centre, le fait de s'écouter et tu lui montres l'exemple. Tu ne lui dis pas juste, «Prends soin de toi et écoute-toi» et toi à côté, tu es totalement dépassé par les événements et tu prends pas ce temps. Tu lui montres, tu lui dis: «Bah, voilà, là maman, elle va prendre du temps pour elle» et tu lui expliques et comme on disait, c'est la communication et souvent, on peut avoir tendance, que ce soit avec nos partenaires de vie, nos amis ou les enfants, on peut avoir tendance à, considérer qu'ils ne comprendront pas ou qu'ils ne vont pas, l'assimiler comme on pense, comme on a envie qu'ils l'assimilent. Donc on préfère ne rien dire ou, passer à la trappe, ce type de besoin. Alors que vraiment, moi j'ai vu un avant et un après entre le moment où j'ai vraiment décidé, d'expliquer pourquoi je disais non ou d'expliquer, pourquoi j'avais besoin, de ne pas sortir, de ne pas faire ci ou de le faire autrement. Et en fait, les personnes, bah, apprennent à mieux me connaître, tout simplement, à mieux me comprendre et à mieux anticiper mes besoins. Et je vis en couple depuis pas si longtemps que ça, parce que j'ai vécu pendant très longtemps en relation à distance. Donc on vivait souvent 1 semaine, 2 semaines ensemble d'affilée, mais on n'était pas vraiment constamment ensemble et on passait, bah, des mois entiers sans se voir parfois. Donc c'est vrai que c'était une dynamique qui était totalement différente et aujourd'hui, ça a été très compliqué au début de bien expliquer quand est-ce que j'avais besoin de temps pour moi et pourquoi j'avais besoin de temps pour moi seule, sans personne à l'appartement. Et surtout, ça a été compliqué aussi au début, de le conscientiser tel qu'il était. Parce que justement, c'était une situation dans laquelle je n'avais jamais été confrontée de cette façon. Donc en fait, ça prend toujours un peu de temps et le temps que tu comprennes de quoi tu as vraiment besoin après les expérimentations et ben, après, bah, ça a peut-être créé peut-être des conflits. Bon, nous, ça a pas vraiment créé des conflits, c'est juste, que tu marches un peu plus sur des œufs parce que tu as peur justement de vexer l'autre, ou Ouais, c'est vrai. de ne pas dire les choses de la bonne façon. Donc le temps que toi, tu comprennes ce qui se passe, tu es un peu sur une période où tu marches sur des œufs. Je pense que vous avez tous vécu ça dans vos relations et finalement, maintenant, si à un moment donné, je me sens inconfortable, tout de suite, je lui dis sans forcément donner une explication. En fait, parce que je vais lui dire justement: «Bah, là, je suis pas bien, je suis fatiguée, là, je pense que j'ai besoin d'être seule, mais je sais pas pourquoi» et autant être honnête sur le fait qu'on ne sait pas, ça permet à l'autre, bah, en fait, de nous laisser l'espace et la le temps de comprendre et ça crée une communication qui est tellement, plus fluide, plus sympa, plus honnête, en fait, aussi. Ne pas laisser, une phrase, qu'on a mal dite rester, en fait. S'autoriser à dire à l'autre: Je n'ai pas exprimé ce que j'avais besoin d'exprimer, je l'ai mal dit, je me suis trompée». Hem, Ouais, ça arrive, hein.
Ça arrive et en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal, c'est l'ego, beaucoup de mal à revenir sur ce qu'on vient de dire, parce qu'on se dit: «Bah, oui, mais si je l'ai dit, c'est qu'il y avait une raison». Oui, mais en fait, on a le droit de se tromper, on recommence et je pense que c'est pareil aussi avec les enfants. Des fois, on dit des choses, en fait, qui n'ont pas de sens, ou qui sont pas claires et derrière, ça doit être très dur de revenir sur ce que tu as dit parce que, voilà. Mmh. Mais finalement, montrer qu'on est humain, qu'on fait des erreurs, bah, ça améliore, les relations avec les autres, quoi. Oui, exactement et puis aussi admettre que, ben, on a pu se tromper, Mmh. qu'on a pu avoir tort. C'est pas grave en fait, juste ça arrive et puis il vaut mieux prendre le temps à ce moment-là de dire: «Bah, voilà, j'ai dit telle chose, ça a dépassé ma pensée, finalement c'est pas comme ça que je voulais l'exprimer, je me suis trompée, je suis désolée», et cetera. C'est pas grave de s'excuser. Des fois, ça peut sauver, un conflit, voire plusieurs par la suite et je vois aussi, le problème, pareil, je pense qu'on a tous eu, mais que je vois énormément autour de moi, c'est de penser que l'autre sait ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Que ce soit notre conjoint, nos enfants, nos proches, de se dire: «Oui, ben, tu le vois pas?» Bah, non, en fait, il le voit pas et en fait, prendre le temps d'exprimer nos émotions, d'exprimer, ce qu'on ressent, nos envies, nos besoins, ça permet à l'autre de se dire: «Ah ben, je l'avais pas vu parce que forcément il vit pas dans notre cerveau» et de se Mmh. dire: «Ah OK, elle a tel besoin, elle a telle envie que je n'avais pas remarqué parce que j'ai moi-même mes besoins, mes envies» et du coup de se dire: «OK, ben, si elle a besoin de telle chose, ben, voilà, on va faire en sorte que, son besoin soit comblé dans un sens ou dans l'autre» et c'est pareil avec les enfants. Les enfants, ils sont pas bêtes. On adapte bien sûr le langage à leur âge parce que, voilà, il faut que ce soit un langage simple, qu'on puisse leur expliquer le plus simplement possible. Mais il y a un moment quand on est fatigué, quand on est épuisé, on peut prendre le temps de dire à nos enfants: «Écoute, là, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, ça va pas, j'ai besoin de 5 minutes vraiment au calme. Est-ce que tu peux aller jouer tranquillement dans ta chambre et puis après on fera un jeu ensemble» ou peu importe. Les enfants, ils sont pas bêtes, hein, ils comprennent vraiment très, très vite et très, très bien si on prend le temps de leur expliquer. Ouais et puis eux aussi parfois ils sont pas bien, eux aussi parfois ils sont fatigués. Ça permettra peut-être justement d'ouvrir le dialogue pour quand c'est leur cas, puissent, savoir, le dire en fait et l'exprimer également et puis, je pense qu'il y a quand même un truc un peu autour de ça, lié à la faiblesse et à l'échec. Je pense que quand tu oses dire à l'autre, que ça ne va pas, que là, c'est pas le bon moment, que tu n'es pas disponible émotionnellement, mentalement, pour avoir cette discussion, par exemple, ou pour, jouer avec, l'enfant ou, pour faire quelque chose dans la maison, et bah, c'est comme si, tu échouais quelque part parce qu'on attend de nous, d'être toujours au taquet, d'être toujours, prête, ou prêt. Bah, là, tu dis: «Non, c'est pas possible. Non, je suis en rupture, c'est ma limite». Il y a cette image de on est f il y a une faiblesse ou comme quand tu dis dans une communication: «Je me suis trompée, ce que je voulais dire», comme si tu avouais une faiblesse, de ta part. Je pense que c'est vraiment un truc auquel il faut tordre le cou. Il faut totalement tordre le cou à ça parce que c'est tellement plus sain, plus épanouissant et ça apporte tellement plus de bonheur quand tout le monde se montre, vulnérable mais authentique. Finalement, de juste le fait parfois de dire à l'autre: «Là, je suis fatigué», ça soulage et ça redonne de l'énergie. On arrête de se mettre la pression de justement: «Je dois être hyper en forme tout le temps». Enfin, moi, je sais qu'en ce moment, j'ai très peu d'énergie. Donc je priorise au maximum et donc par exemple notre appartement, il est pas clean, il est pas parfaitement rangé. Voilà, je priorise parce que aussi dans moi, dans mon bien-être et dans ce qui m'épanouit, c'est pas forcément d'avoir un appartement clean, parfaitement rangé tout le temps. C'est pas quelque chose qui est un pilier pour moi. Il faut pas que ça soit dégueulasse, bien évidemment, on s'entend. J'ai pas besoin que ça soit parfait. Donc c'est quelque chose que je peux laisser traîner sans que ça m'impacte. C'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc c'est là encore où c'est hyper important de, bien se connaître. On en Mmh revient mh. à ça. Là où je veux en venir, c'est que je l'ai expliqué à mon conjoint. Je lui ai dit: «Je suis désolée, j'y arrive pas. En ce moment, je suis désolée, je ne peux pas faire plus que ça» et vu qu'en ce moment, lui aussi, il a pas une grosse énergie et qu'il a beaucoup de travail pour ses études et ben c'est pareil pour lui. Donc en fait, il y a pas de culpabilité à avoir à ce moment-là et pourtant je me suis quand même sentie j'ai quand même eu cette impression, comme je le disais, d'être faible, que c'était un aveu de faiblesse et d'être dans l'échec. Tu vois? J'ai quand même ressenti ce sentiment, donc faut pas mentir, faut pas dire que je l'ai pas ressenti, ça serait hypocrite. Mmh, c'est vrai. Mais c'est là où je me suis dit: «OK, il y a un problème là.
c'est là qu'il est le problème. C'est ce sentiment-là qui est le problème, c'est pas le fait que je n'y arrive pas, c'est le fait qu'il y ait ce sentiment-là parce qu'en soi, il y a rien de grave. Que la vaisselle reste une journée entière et que je la fasse une fois par jour seulement, il y a rien de grave. Que j'ai pas fait la poussière depuis une semaine, il y a rien de grave. Que les vitres ne soient pas propres, il y a rien de grave. Selon moi, ma perception des choses, il n'y a rien de grave. Donc, pourquoi ça serait un échec? Tant que j'en avais pas vraiment parlé avec lui et que je ne lui avais pas réellement dit: «En ce moment, je suis désolée, je n'y arrive pas», j'avais cette culpabilité et ce poids sur les épaules. Ouais, clairement et puis souvent on est dur envers nous-mêmes. Je pense Mmh, qu'on se met une énorme pression, alors que ce soit dû à notre histoire, à notre expérience, à ce qu'on a vécu ou surtout aussi, à cause de la société en général. Mais souvent on se met une pression sur les épaules qui n'a pas lieu d'être et moi ce que je conseille souvent et ce que je fais moi-même pour le coup, imagine ta meilleure amie qui soit, dans la même situation. ouais. OK et puis qu'ils te disent, «Ouais, mais je m'en veux parce que, j'ai pas fait, la poussière et puis que j'ai pas rangé mon salon». Bah, qu'est-ce que toi tu vas lui dire? Tu vas lui dire: «Écoute, c'est pas grave, tu feras la semaine prochaine, tu feras le mois prochain, c'est pas grave, tu avais besoin de te reposer, repose-toi, c'est pas grave» Mmh. et en fait, juste l'adapter à nous, quoi. Non, mais totalement. Mais en plus, c'est ce qui se passe quand justement on discute. Parce que, la personne avec qui tu vas dire ça, tu vas lui dire: «Bah, je m'en veux, je me sens trop fatiguée», bah, cette personne-là, justement, elle va venir te réconforter, elle va venir calmer ses angoisses, ses peurs et c'est ça qui fait que, bah, on avance ensemble et c'est là où, comme tu disais, c'est hyper précieux de un bien se connaître, de communiquer super bien et oser dire les choses et oser se montrer, bah, vulnérable et 3 et bien, s'accorder, ce dont on a vraiment besoin. Ouais, exactement et puis, pour finir avec ce que tu disais, souvent aussi on surinterprète ce que l'autre pourrait penser. Ouais. Donc bah, typiquement, «Ouais, ben, si je fais pas, telle lessive, ben, il va penser que j'ai rien fait de ma journée» et Mmh. cetera. Alors qu'en fait, lui, ben, tu pas fait ta lessive parce que tu étais fatigué, ben, tu étais fatigué, quoi. Juste, des fois, en fait, on surinterprète pour pas grand-chose et ça rajoute à la pression. Donc finalement, ouais, on en revient au fait que, ben, OK, déjà s'accepter, c'est une chose, accepter qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie de faire le ménage et ben, c'est OK Ou qu'on met et autre chose que, en ben priorité. exactement et que notre priorité à ce moment-là, bah, c'est peut-être de chiller sur le canapé devant Netflix ou de C'est travailler ou ça. de faire autre chose, de bien se connaître pour en définir nos priorités du moment, que ce soit de se reposer ou de faire, autre chose, que ce soit sur notre business ou de faire, une autre tâche ménagère parce qu'elle est plus importante, peu importe. Mais vraiment de communiquer avec l'autre parce que souvent, on se met la pression pour pas grand-chose et que, la surinterprétation, très souvent n'a pas lieu d'être. Non, mais totalement. Eh bien, ça fait, déjà presque 40 minutes qu'on discute. Je sens que quand même le ton a évolué entre le début de la conversation et la fin. À la fin, on était campés sur nos positions, on avait envie de faire passer un message. Et donc, c'est là que je trouve ça super intéressant comment une conversation peut évoluer. Je te remercie Laurie, pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour ton histoire, pour tout ce que ça a pu aussi t'apprendre et le chemin que tu as parcouru. J'ai envie de te proposer, de nous dire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelles sont tes actualités en ce moment dans ton activité? Alors du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, @laurieverdan. Donc je mets pas mal de contenu, je donne des petits conseils, on pourra discuter en message privé si besoin avec, très, très grand plaisir. Et puis du coup si, dans tout ce qu'on a dit, vous vous retrouvez, si vous avez, des problématiques, bah, justement pour accepter votre situation avec votre conjoint, avec vos enfants, peu importe, si vous sentez que votre vie actuelle, elle est loin d'être idéale, que vous avez des problématiques, d'organisation, de charge mentale et cetera et ben, en ce moment, je propose, une session de mentorat qui s'appelle Pocket, c'est-à-dire qu'on va passer une journée ensemble sur WhatsApp à discuter par message écrit ou vocaux comme vous préférez et le but, ça va être vraiment de trouver des solutions qui soient adaptées à votre situation. Donc vraiment de, discuter ensemble, pour que moi je puisse, vous donner, des conseils par rapport à mon expérience, à ce que j'ai vécu, ce que j'ai testé et puis, vraiment trouver la solution idéale pour vous. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer ce premier épisode en collaboration, donc comme je vous le disais, vous retrouvez l'épisode numéro 2 dès demain sur le compte de Laurie. Si vous écoutez ce podcast bien après sa sortie, il est déjà disponible. Je vais te poser la question signature du podcast. Laurie, quelle est ta liberté? Ah, c'est une super, super question. Je pense qu'on prend pas assez le temps, de se la poser. Hem, pour moi, ma liberté actuelle, c'est d'être, libre de mon temps, d'être flexible.
de pouvoir gérer mon quotidien, comme j'en ai envie en fonction des impératifs parce qu'il y en a toujours des imprévus et cetera. Mais je pense que vraiment de pouvoir être, maître de son temps, pour moi, c'est une très, très grande liberté. Super, merci. Merci beaucoup. Je te remercie 1000 fois, encore une fois. Et j'étais trop, trop contente, de discuter avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Eh beh, écoute, merci à toi de m'avoir reçue. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur, des sujets, qui nous sont chers. Donc, merci pour l'invitation. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.